Bonsoir. Alors évidemment, je vais passer après déjà deux interventions, enfin la précédente qui était complètement cadrée sur le cancer, et puis on a eu aussi l'intervention du docteur Jansek qui a évoqué le problème du cancer, enfin un peu plus qu'évoqué. Bien. Et alors moi j'ai adopté un point de vue un peu différent parce que grosso modo c'est le point de vue que nous développons dans ce groupe de recherche. Avec Laurent Schwartz, mais comme vous le verrez à la fin, beaucoup d'autres gens ayant énormément de spécialités d'un point de vue scientifique. Bien, l'idée principale, c'est d'essayer d'aborder le problème du cancer de façon légèrement différente par rapport à ce qu'on trouve usuellement dans les livres. Mais il y a un certain nombre d'ouvrages disons, qui adoptent, même, je veux dire, on peut dire même qui ont été pionniers dans cette, disons, dans cette position. Bon, un tout petit transparent d'introduction, parce que je ne savais pas qu'il y aurait autant d'interventions concernant le cancer. Donc évidemment, le cancer, c'est quelque chose qui est très ancien. Ça n'a pas toujours été très bien identifié, et même maintenant, on peut se poser des questions. Très tôt, on a reconnu son caractère envahissant, d'où le nom d'ailleurs de cancer. Il a toujours été mal soigné, même si ça s'arrange maintenant, peu guéri. Il y a eu des grands plans cancer, j'en ai retenu deux parce que, Nixon, je crois que c'était le premier, donc vous voyez, en 71. Plus récemment chez nous, Jacques Chirac a lancé un plan avec un institut y afférent en 2003. Mais pour autant, dans les années 2000, on a vu paraître des articles dont le titre est très grosso modo « La guerre perdue contre le cancer ». Donc ça veut dire que quand même, et c'était des scientifiques, je veux dire, c'était pas des gens qui faisaient ça uniquement pour dénigrer par plaisir. Donc il y avait des arguments derrière tout ça. Donc ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que c'est vrai qu'on a mis beaucoup de moyens. On attend toujours la percée significative qui ferait tomber, je vous montrerai deux transparents plus loin, des courbes. On attend toujours la percée significative qui ferait tomber drastiquement, admettons de 30, 40 ou 50% l'incidence et surtout les décès. Il est vrai qu'il y a quelques mois, des résultats officiels ont parlé d'une amélioration relativement timide quand même de la survie à 5 ans, peut-être de l'ordre de quelques pourcents. Voilà, donc c'est ce que je disais il y a 30 secondes. Donc si on regarde les courbes d'incidence, ça s'arrête à 2000, mais enfin, il n'y a pas de baisse significative si on les complétait. Vous voyez que ça reste quand même très très haut, y compris dans les pays les plus riches, les plus développés. En fait, j'avais fait d'autres statistiques avec mes collègues sur des données venant du WHO qui montraient qu'il y avait une espèce de convergence des comportements par groupe de pays, finalement on devenait tous à peu près, on se comportait à peu près tous de la même manière, ce qui n'est pas franchement surprenant dans la mesure où de plus en plus, disons, on adopte des comportements au niveau mondial à la fois, enfin, en termes de nourriture, en termes de beaucoup d'autres choses, de pollution également. Alors, il y a des choses qui parfois sont aussi un peu surprenantes. Vous voyez, ça, c'est d'autres courbes. Donc, ici, il y en a 4 qui concernent des cancers pour lesquels il y a eu effectivement une diminution. On peut essayer, on peut jouer à expliquer ça.
Il y en a d'autres, par contre, vous voyez, ici, et pourtant, le cancer du sein et le cancer de la prostate, c'est quand même des choses qui sont largement étudiées, hein, et on a investi beaucoup d'argent là-dessus. Bon, ben, manifestement, ça continue de monter. Voilà, c'est comme ça. Donc, eh bien, on a cherché, la communauté scientifique a cherché à chercher des causes. Hein. Bon, vous nous avez raconté une histoire qui est sans doute pas fausse, mais sans doute pas complètement vraie. Mais il peut y avoir, il y a de ça certainement dans le dispositif de la cancérisation. Bon, après le phénomène de la métastase, celui-ci est mieux connu, mais l'origine même, bon, on ne sait pas trop, c'est très divers, c'est très varié. Hein, bon, on ne va pas comparer de la même manière un cancer du poumon dû admettons, à l'inhalation d'hydrocarbures ou au fait qu'on fume, et le cancer de la plèvre, qui est pourtant juste à côté, qui a été qui est initié par l'amiante. Il y en a, le second est complètement mécanique, c'est de l'inflammation pure et dure. Et le premier, effectivement, c'est un mélange assez compliqué de chimie, de réactions bizarres du point de vue biologique, enfin, etc. Bon, il suffirait de prendre disons, les ouvrages spécialisés. Les ouvrages spécialisés, en général, parlent des cancers, parce qu'ils en font de véritables herbiers. Il n'y a pas d'autre image à utiliser que celle-ci. Et donc, tout paraît différent, même si peut-être, au fond des choses, il y a quand même une forme d'unité que nous allons chercher à identifier. Bon, donc on a fait intervenir l'environnement, les modes de vie, le vieillissement, tout ça un petit peu comme ça, parce que ça vient naturellement à l'idée. Hein. On cherche tous les agents potentiels, et puis on construit une histoire autour de ces agents potentiels. Bon, il y a une très grande dispersion, il n'y a pas d'explication globale à tout ça. Et sans doute, c'est une des raisons qui fait qu'on a un petit peu de mal à avoir une appréhension, comment dire, très structurée du phénomène cancer. Oui, j'aurais pu citer, comme vous l'avez fait tout à l'heure ce matin, l'explication par les virus et les agressions bactériennes. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais non, c'est vrai que dans les années 30 ou 40, on pensait que ça y est, c'était plié et les 90% des cancers étaient d'origine virale ou bactérienne. Ben, c'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça. Bien, alors, des théories, disons, qui sont relativement modernes, elles ont au maximum 20 ans, ont beaucoup insisté sur l'altération du génome. À tel point qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine personnalisée en étudiant justement les altérations du génome dans les tumeurs. Bon, en fait, il faut bien reconnaître que c'est un gigantesque bazar. Parce que vous prenez une tumeur chez un individu, hein, chez un patient, vous allez comparer ces cellules cancéreuses, il n'y en a pas deux qui ont le même génome. Vous avez toujours une très très grande variabilité. Alors c'est effectivement parce que les processus au moment de la mitose sont complètement chaotiques et que tout peut se produire. D'accord? Donc de là, après, à en déduire automatiquement le bon traitement qui va permettre de tuer sélectivement les mauvaises cellules, ça risque d'être un peu difficile. Alors bien sûr, on peut toujours choisir la chimio, mais la chimio, ça ne regarde pas les cellules saines et les mauvaises. Ça tape. Bon, et effectivement, les cheveux tombent. Et même encore aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de chimio qui soient véritablement légères.
Et les gens subissent effectivement, enfin bon, on a tous, de près ou de loin, on connaît quelqu'un qui a été traité de cette façon, et on sait qu'il souffre terriblement. Hein, il n'y a pas de... Bien. Donc, altération du génome, d'accord. Il y a d'ailleurs un de nos collègues, Jean-Pascal Cap, qui a écrit, il y a 3-4 ans, un ouvrage extrêmement intéressant sur le cancer, où il démonte un peu cette approche-là. Donc je vous en conseille la lecture, c'est extrêmement fouillé, et ça permet donc d'avoir effectivement un regard neuf sur la maladie. Bien, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir le dérèglement du fonctionnement, déjà mentionné, il va y avoir la perte des contrôles, aussi bien au niveau de la cellule qu'au niveau du tissu. On parle, maintenant c'est revenu à la mode, on parle de l'effet Warburg, et puis on pourrait aussi parler des modèles pour le fait qu'il y a la prolifération, les métastases, ça c'est acquis. Alors j'en profite pour citer un autre ouvrage qui lui n'a pas été traduit, mais enfin bon, on lit tous l'anglais, d'un médecin biochimiste américain qui est basé à Boston College et dans lequel on trouve une approche critique extrêmement documentée. C'est pas du tout dans le même style que Cap. Cap, lui, est plutôt probabiliste de formation. Seyfried est plus biochimiste, mais il fait des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent donc de se faire une autre vision dans un cadre un peu plus global. Et c'est peut-être sur cette vision-là que je vais m'appuyer dans les transparences suivantes pour, disons, raconter, sans entrer trop dans les détails, comment on peut voir le phénomène du cancer et comment on peut espérer trouver de nouvelles pistes pour aller vers au moins de longues rémissions, voire dans certains cas des guérisons. Donc, ce dont il faut être bien conscient, c'est que les tumeurs, c'est un système complexe. Que là-dedans, il y a une grande variété de cellules. Que ces cellules ne se font pas la guerre. Au contraire, elles ont tendance à coopérer. Parce que tout le monde y trouve son bénéfice. Vous savez, moi, la vision que j'ai de tous ces systèmes biologiques, c'est que tant qu'ils peuvent avoir à manger et à respirer, eh bien, ça fonctionne. C'est prêt à s'adapter. La cellule, c'est fait pour ça. En fait, tous nos organismes sont faits pour s'adapter. Regardez, on a évoqué le régime cétogène. Bon, il y a des peuples entiers qui vivent naturellement, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, dans le système cétogène. Il y en a d'autres qui ne mangent que des féculents. Il y en a d'autres qui ne mangent que des céréales. Il y en a d'autres qui, comme nous, font des espèces de mélanges bizarres et pas toujours heureux. Bon, etc. Voilà. Et tout ça, finalement, ça vit quand même. Et puis nous-mêmes, d'ailleurs, individuellement, si nous allons dans un autre pays où on nous impose un autre régime, on survit. C'est la même chose ici, dans le cas de ces tumeurs complexes. Bon, les cellules s'adaptent très bien à vivre avec plus ou moins de glucose, rien qu'avec du glucose, sans glucose, avec plus ou moins d'oxygène, ça ne pose pas de problème. Dans ce système complexe, là je redescends au niveau de la cellule, on commence à prendre conscience. Bon, ça c'était d'une certaine façon l'intuition de génie de Warburg, c'est que le cycle de Krebs et le fonctionnement de la mitochondrie, ça devait avoir quelque chose à voir. Il ne l'avait pas complètement explicité, il n'avait sans doute pas les outils d'analyse, mais ça paraît vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui est important? Ça, il l'avait vu, c'est la production de lactate par les cellules en hypoxie. Et puis ce lactate,
on sait qu'il est recyclé comme nutriment. Donc vous voyez, alors que le fonctionnement n'est pas normal, en fait, c'est récupéré par l'ensemble du système pour que ça fonctionne comme ça. Bon, on pourrait continuer à faire une liste des choses qui montrent la coopération, les fibroblastes, adipocytes, etc., qui coopèrent avec les cellules cancéreuses. On a déjà noté, mais on n'a pas trop parlé, c'est peut-être parce que moi je baigne là-dedans que j'ai piqué les mots. Eh bien, il y a une acidification globale à l'extérieur des cellules. Donc, bon, on peut expliquer que c'est dû au fait qu'on produit beaucoup de CO2. Donc ça acidifie à l'extérieur. Bon, qu'il peut y avoir aussi des phénomènes dus à la protection d'ions ammonium qui vont intervenir pour des résistants, enfin de façon résistante au traitement. Et puis il y a un autre phénomène qui est très important, c'est l'alcalinisation du cytoplasme. Alors certains d'ailleurs en ont déduit que si on bloquait les pompes à protons, on allait maintenir un petit peu plus, enfin disons faire baisser un peu le pH, et ça pouvait être bon. C'est une des nombreuses pistes qui a été proposée, essayée, dont l'efficacité thérapeutique n'est pas extraordinaire. Comme vous allez le voir, la difficulté, ça va maintenant être d'expliquer d'où ça vient et comment on pourrait empêcher ces situations pour faire revenir une partie des cellules dans une voie normale. Oui, parce qu'une des conséquences en particulier, c'est que les cellules cancéreuses, elles échappent à l'apoptose. Alors, à part la grosse massue qui est la chimio, il faudrait trouver des moyens plus astucieux et plus en douceur pour les faire revenir. Alors voilà, ça c'est déjà un panorama très simplifié disons, du métabolisme cellulaire, en tout cas de ce qui nous concerne, de ce qui concerne le métabolisme. Vous avez tout de suite compris que faire à la main l'analyse de tout ça, c'est juste impossible. Donc il va falloir faire autrement. Parce que dès qu'on commence à s'engager sur une voie et à essayer de l'expliquer ou à la contrôler, ben vous pouvez être sûr que ça va fiche le camp d'un autre côté. C'est normal. Tout le monde a fait un petit peu de chimie et sait que dans toutes ces réactions qui sont grosso modo équilibrées et puis qui dépendent de tout un tas de paramètres, eh bien, dès qu'on tire d'un côté, ça file de l'autre. Bon, alors, j'ai décidé de vous faire des schémas qui soient un peu plus globaux. Voilà. Et sur lequel je vais passer 5 minutes, c'est celui du métabolisme central du carbone et la façon dont on peut l'interpréter. Alors, en fait, là-dedans, il y a 2 dessins sur le même. Il y a donc à partir... J'ai pris une situation simplifiée, où on fait marcher, où la cellule consomme du glucose. D'accord? C'est la voie normale. Donc le glucose rentre comme ça. Bien. Et puis, la cellule doit faire 2 choses. 1, fabriquer de la biomasse. Ben, évidemment, si elle veut se dupliquer, il faut qu'elle recopie son génome. Il faut qu'elle fabrique également ici des acides gras. Ça, c'est pour les membranes. Et puis elle dispose d'un truc également il y a la centrale à énergie. Donc voilà, on est de nouveau dans un monde où il faut à la fois fabriquer de l'énergie et aussi fabriquer de la matière. Bon, eh bien, en fait, la cellule va faire ça en alternance. Il y a des moments où elle fait de la matière, il y a des moments où elle fait plutôt de l'énergie. C'est jamais véritablement stocké, c'est-à-dire qu'en fait, les temps de bascule sont relativement courts. Il n'y a pas de stockage d'ATP. Et la biomasse, dès qu'on a suffisamment et que les conditions sont bonnes, pop, il y a duplication, et puis ça y est. Bon, je ne vous détaille pas plus
cette vue-là, s'il y a autre chose, il y a une balance entre le fonctionnement de, disons, cette partie-là, hein, et le fonctionnement de, et ça c'est la mitochondrie, en fait, les mitochondries, le réseau de mitochondries, hein, et donc ce mode de fonctionnement où on fabrique plus d'ATP, lequel ATP va servir justement à faire le reste. Alors voilà, ça c'est un petit zoom ou un effet de grossissement sur ce schéma. Quand on prend des cellules normales, et j'ai mis différenciées à dessein, la cellule normale est différenciée, elle ne fait pas n'importe quoi, eh bien la mitochondrie respire normalement, produit normalement de l'ATP, et vous voyez qu'ici, elle fabrique très très peu ou pas du tout de lactate. Donc, il y a des moments où elle pourra, bon, a priori, elle va faire juste ce qu'il faut, mais les cellules normales, elles n'ont pas besoin de se dupliquer à toute vitesse. Donc, c'est pas très très grave. Si ici, ça fonctionne pas trop, essentiellement, on fabrique du pyruvate. Le pyruvate rentre naturellement dans la mitochondrie, le cycle de Krebs, et voilà. Et ça fabrique en fait essentiellement de l'ATP et tout le monde est content. La cellule vit. Alors si maintenant on prend la cellule cancéreuse proliférante, alors là, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que la mitochondrie est, pour une grande partie, ici dans le cycle de Krebs, eh ben, elle ne marche pas. Néanmoins, il y a moyen de court-circuiter un petit peu et de fabriquer ici des lipides, hein, qui sont nécessaires pour les membranes. Et puis, il faut évidemment fabriquer ici le matériel génétique pour la duplication, même si cette duplication est imparfaite. Et par contre, vous voyez, comme la mitochondrie marche mal, en fait, c'est dû au fait que le pyruvate, ici, fabrique essentiellement du lactate, dont j'ai déjà raconté un peu le destin hein, en produit de recyclage. Mais pourquoi il fabrique du lactate, le pyruvate? Parce que ici, il y a une enzyme là, qui favorise ça, et puis tout est bien comme ça. Parce qu'il y a aussi une anoxie. Alors, il y a l'anoxie également, parce que ça marche même en cas d'anoxie. Ce circulage, et c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, hein, d'accord? Où en fait, l'essentiel du glucose suit ce chemin-là. Et puis, alors, ça a un autre effet, qui est que ce chemin-là est très mauvais en fabrication d'ATP. Alors vous savez que l'ATP est absolument nécessaire hein, pour que toutes ces réactions puissent se faire à faible coût. Eh bien, donc il va falloir qu'ils consomment beaucoup, beaucoup plus de glucose. Et c'est pour ça qu'on entre dans la cachexie, et puis les gens maigrissent, et puis parce que les tumeurs bouffent absolument toutes les réserves énergétiques du corps. C'est ça le vrai problème. Grosso modo, quand la cellule fonctionne dans son mode normal, elle fabrique, grâce à la mitochondrie, pour une molécule de glucose 36, je crois, ATP, alors que si on prend la voie qui est ici, c'est 4 ou 5. Bon. Donc ça explique ce comportement de la tumeur qui bouffe tout. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, la mitochondrie, vous l'avez compris, elle est au cœur du dispositif. D'ailleurs, on a observé, je croyais que j'avais, voilà, ici, donc une vue de mitochondrie. Ça, c'est la mitochondrie normale. Elle est belle, elle a une structure qui est assez sophistiquée. Bon, ça, c'est
Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, ici, vous avez une mitochondrie cancéreuses. Elles sont toutes rabougries, elles ont des formes bizarres. Enfin bref, manifestement, ça ne respire pas la santé. Bien. Et pourtant, là-dedans, il se passe des tas de choses intéressantes. Je vais juste vous faire deux petits coups de zoom. Ici, vous avez le cycle de Krebs, bon d'accord. La sortie d'ATP dans le cytoplasme. Et puis, c'est là, en fait, que se passent plein de choses qui sont intéressantes, parce que c'est là qu'il y a les phénomènes de la chaîne respiratoire, des transferts d'électrons, et bon, c'est pas 100% attesté, mais on pense que tout ça, ça produit aussi des protons qui donc permettent de maintenir une certaine acidité au niveau du cytoplasme. Et cette acidité est essentielle pour empêcher justement le passage à la mitose. Parce que dès que le cytoplasme devient trop alcalin, la mitose est déclenchée. On peut toujours retenir la mitose, ça a été fait expérimentalement des tas de fois, en injectant des H+, dans le cytoplasme. Alors ça, c'est facile à faire quand on est en boîte de pétri, c'est juste un petit peu plus dur à faire au niveau d'une tumeur. En injectant quoi? Des protons, H+, comme ça vous acidifiez, puis ça y est. Ou alors d'autres, justement, c'est pour ça qu'ils essayent de bloquer les pompes qui rejettent les protons vers l'extérieur de la cellule. Mais ça ne marche pas terrible. Bon. Et ici, enfin, vous voyez, on a dessiné, parce qu'on a fait des manips comme ça pour le valider, les fluctuations, donc des concentrations d'ATP, la fluctuation donc, du rapport NAD sur NADH, NAD+ sur NADH, donc ça c'est un des coenzymes absolument essentiels au fonctionnement, parce que d'une certaine façon, quand ce rapport, je vais faire comme s'il était normalisé à 1, quand il est supérieur à 1, à ce moment-là, vous allez déclencher déclencher, il faudrait que je le prenne ici, vous voyez, quand il est supérieur à 1, vous pouvez faire ça. S'il est trop petit, vous allez bloquer en fait cette voie-là et vous allez fabriquer des pentosephosphates. Ça, c'est pour fabriquer des nucléotides. Bien, alors j'avance encore un petit peu. Donc, voilà, ça c'est juste pour vous rappeler qu'au niveau de la mitochondrie, eh bien, il y a ces deux modes de fonctionnement. Ici, vous avez donc pour la cellule normale le cycle de Krebs complet, et ici, en fait, vous avez un cycle de Krebs tronqué, voire pris à l'envers, parce que vous allez à ce moment-là consommer des glutamates. Une fois de plus, la variabilité de ce système, enfin de ces systèmes, est absolument fantastique et s'adapte à toutes les situations. Bon, alors comment est-ce qu'on peut corriger la chose? Une fois qu'on a fait toutes ces constatations, il y en a beaucoup qui traînaient complètement dans la littérature. Simplement, il faut mettre tout ça bout à bout. C'est un travail de puzzle intéressant. Bon, mais c'est ça, la modélisation, d'une certaine façon. On peut se poser la question, comment réactiver les mitochondries? Comment repasser dans un mode de fonctionnement OXPHOS normal? Alors, on sait qu'il y a des tas de produits qui permettent de faire ça. Par exemple, la metformine est réputée pour faire ce genre de choses et permettre de retrouver un équilibre dans le système mitochondrial. Oui, la metformine, oui, qui est utilisée, qui est appelée à tort glucophage. Ça ne mange pas du tout le glucose. Par contre, ça fait fonctionner autrement les cellules, et ce qui fait que le glucose est consommé normalement, et tout va très bien. Mais un des problèmes de la metformine, c'est qu'on ne peut pas non plus en prendre 10 grammes par jour. Parce que, bon, ça détraque un petit peu la digestion.
Ok, donc, repasser en mode Oxfos. Donc, éliminer la glycolyse anaérobie, parce que ça, on sait que c'est le marqueur, en fait. Hein, c'est la thèse de Warburg, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être faux. Et puis, réacidifier, tant qu'à faire, si c'est possible, le cytoplasme. Alors, du coup, si on arrive à faire tout ça, eh ben, on pourra peut-être réactiver l'apoptose, à condition, d'accord, que le gène de P53 soit pas mort. Mais enfin, bref, il y a d'autres façons de déclencher l'apoptose. Oui, c'est un peu un schéma auquel on peut rêver. Et donc, Laurent Schwartz, qui avait travaillé là-dessus avec Maurice Israël, a fait tout un tas de manips. Il a d'abord recherché dans la littérature quels pouvaient être les produits qui agissaient sur ces cibles, là. Et puis il a fait des essais. Enfin fait faire des essais. Donc on a eu comme ça une liste de produits, et puis là-dedans, il y en avait deux qui avaient l'air pas mal. Donc l'acide lipoïque et puis l'hydroxycitrate. Alors je vais vous montrer. Donc ça, c'est le résultat des essais qui montre que, vous voyez, ça c'est de la survie. Donc en traitant des... là, c'était peut-être déjà directement sur des souris, je ne sais plus, où c'était en boîte de pétri. Donc, on voit qu'il y a une survie qui est beaucoup plus grande. Non, ça doit être sur des souris, celui-ci. Et celui-ci, ça avait été fait sur des boîtes de pétri pour limiter la croissance des cellules tumorales. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient des cellules normales ou pas? Eh bien, une fois qu'elles sont mortes, oui, elles sont normales. Oui, d'accord. Mais D'accord, hein, une bonne... normale. Est-ce que vous arrivez à obtenir des mitochondries normales? Mais c'est-à-dire que du moment que vous arrivez à tuer, ce qui est important, c'est pas de rendre la cellule cancéreuse normale. Ce qu'on veut, c'est la tuer, mais sans abîmer les autres. D'accord, qu'elle crève toute seule. D'accord, qu'elle crève toute seule. Alors, les cellules cancéreuses, ce qu'elles ont, c'est qu'elles deviennent totalement immunisées contre tous les facteurs qui déclenchent l'apoptose. Elles s'en fichent complètement. Et c'est pour ça et comme en plus elles consomment énormément de glucose, elles prolifèrent à tout va. Elles sont complètement débridées, si vous voulez. Alors, si on arrive à les faire revivre un tout petit peu normalement et qu'elles partent en apoptose, on est content. C'est ce qu'on va voir. Ça fait pas un tissu fibrosé après, au fur et à mesure que ça se fait? On peut pas, hein, bon, on peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir, mais bon. Bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, observé? Bon, alors, l'acide lipoïque, en fait, on utilise plutôt sous la forme sodium R-lipoate, parce que l'acide lipoïque en intraveineuse, c'est pas... c'est d'un emploi assez malcommode. Mais le sodium R-lipoate, l'hydroxycitrate, mais ça c'est bien connu des nutritionnistes. Vous trouvez ça dans toutes les boutiques de bio, enfin, soignez-vous la santé, etc. C'est pas très difficile, c'est pas dangereux. Ça n'a pas d'activité génotoxique particulièrement désagréable. Et ce qu'on a pu observer, parce qu'il y a des gens des malades qui n'avaient plus d'autre espoir, puisque tout traitement était totalement inefficace, qui ont essayé ça en désespoir de cause. Et même après, on a observé que ça pouvait augmenter l'efficacité du cisplatine. Bon, ça, on l'avait vérifié sur des cultures. D'accord? Donc, un exemple, eh bien, ça, c'est un de nos bons collègues à Polytechnique, qui malheureusement est décédé depuis, mais il a eu une survie de 5 ans, avec une chimio douce. Il a conservé par moment, hein, de façon intermittente, quand il sentait qu'il repartait, que ses marqueurs repartaient, il reprenait une petite chimio. Mais il a fonctionné à l'hydroxycitrate et à l'acide lipoïque. C'était cancer de la vessie? Non, lui, c'était pas un cancer de la vessie. Il avait un cancer du côlon métastasé grave.
grave. Il avait des métastases, mais pendant une grande partie de ce temps, peut-être pendant 3 à 4 ans là-dessus, avant que ça s'emballe finalement, il avait toutes ces métastases qui étaient à zéro, hein, au PET scan, rien. Hein. Le régime alimentaire qu'il utilisait, c'était quoi? Lui, il n'a pas fait de régime alimentaire particulier. Il aimait bien la pasta, il était italien d'origine. Donc c'est pour ça qu'il a suivi que 5 ans. Peut-être. Voilà, alors bon, là j'ai mis deux, trois trucs là, qui m'ont noyé. Bon, malheureusement, c'était ça qu'on observait. Au début du traitement, hop, ça dégringole, et puis après, peu à peu, ça remonte, et c'est très difficile de contrôler les remontées. Hein, mais ça, c'était uniquement avec ces deux produits. Alors ça s'est un petit peu amélioré en ajoutant dans le schéma, vous voyez, là j'ai montré ici, vous avez... On peut le remonter un tout petit peu, s'il vous plaît? Ouais, merci. Donc, ici, l'acide lipoïque ou son sel agit directement en facilitant l'entrée du pyruvate. Et puis, vous avez également donc l'hydroxycitrate. Lui, il va agir ici pour, disons, calmer un peu le jeu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va fabriquer trop de membranes. D'accord. Et puis l'analtrexone, utilisé à très très faible dose, le 10e, je crois que c'est un peu moins de 5 mg. Donc c'est le 10e des doses qu'on donne en général quand on utilise l'analtrexone en sédatif pour des gens qui sont sous dépendance aux opiacés ou à l'alcool. Et ça permettait de légèrement diminuer alors, on a eu des toutes petites séries de témoignages, donc une dizaine de personnes, ça ne vaut pas évidemment un essai en bonne et due forme. Depuis, donc on a mis le régime cétogène en parallèle, qui produit également des effets, sauf que malheureusement, il n'est pas toujours bien accepté, il peut même être parfois contre-indiqué, c'est clair. C'est quoi cétogène? Alors, cétogène, ça veut dire que vous prenez rien que du bon gras et rien que des bonnes protéines. Vous excluez absolument tout ce qui est glucides. Voilà, pour faire court. Quelles sont les contre-indications? Hein? Oui. Alors, attends, il faudrait que j'en trouve des exemples. Mais bon, il y a des gens qui n'y arrivent pas, quoi, et ça les rend malades. C'est la culture. Alors, écoute, on n'a pas la sélection naturelle des Inuits, et puis c'est tout. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je Non, mais je veux dire, la culture, c'est la sélection aussi, ça veut dire. On peut avoir des selles biliaires et un pancréas qui fonctionne. Ouais. C'est sûr. Bon. Et puis ça ne change pas la signification du terrain, ça. En tout cas, on observe que ça marche mieux. Mais dans son bouquin, Thomas Seyfried explique ça très très bien. Il a été un des ardents promoteurs du régime cétogène. Bon, l'idée, de toute façon, c'est de ne pas injecter, enfin, de ne pas injecter directement de glucose. Voilà. Bon. Alors évidemment, ce n'est pas complètement facile, ça, si vous voulez, à simuler, par exemple, sur des souris. Parce que les souris, vous pouvez leur donner des bouts de lard, ça n'aime pas tellement, vous voyez. Donc là, on a des petits problèmes en termes d'essais in vivo. Bon, alors, pour faire un petit bilan, je crois qu'il doit me rester 2 transparents après. Donc, c'est clair que ceci, donc, qui est hautement expérimental, ne se substitue pas au protocole standard. Ça, il faut, ça a déjà été abordé. S'il y a des choses qui marchent à peu près à coup sûr, on ne prend pas le risque. Quand plus rien ne marche, on a observé que ça pouvait donner un mieux,
et procurer donc des rémissions assez longues. Bon, il y a quelques cas où on peut considérer même que ça pourrait être des guérisons, parce que vraiment on ne voit plus rien du tout. Et en prévention? En prévention, on ne va pas on ne va pas se traiter en prévention. Non, je ne pense pas que... enfin, moi, je n'irai jamais défendre ça, en tout cas. Quel intérêt d'aller prendre du Erlipoète et de l'hydroxycitron? Bien sûr. Ben, si, il y a des gens qui le font pour maigrir. Oui, voilà. Il y a des gens qui le font pour maigrir. Effectivement, c'est comme ça que c'est vendu. C'est comme ça que c'est vendu. Hein. C'est fait pour être vendu c'est-à-dire pour cet objectif-là. Ouais. En plus de ça, on peut faire le régime cétogène comme prévention. Ouais. Oui, on peut avoir un régime un peu plus cétogène que nos habitudes. Donc effectivement, moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa le matin de manger une tranche de poisson, un bon bout de jambon, enfin excusez-moi. C'est que certains font du jeûne en prévention. Le jeûne, on sait que le jeûne, une fois par semaine, Il y a de l'excellent jambon de poulet et de bœuf. C'est trans standard, ça pose aucun problème. D'accord. Et bon, et puis on prend des fromages, des yaourts, etc. On peut même aller jusqu'à prendre un fruit, hein, c'est pas interdit. Hein. Fromage aussi pour le cancer du sein? Ah bah oui, ça marche, ça, oui. Non, c'est vraiment pas conseillé ça. Il y a un truc qu'il faut éviter pour les cancers du sein et de la prostate, c'est les aliments qui contiennent des facteurs de croissance. Ah, parce que tu as du HIV, ouais. Même cuit, HIV, ouais. flamber les cancers, ça Ouais. l'étage, non, vraiment, il ne faut pas le faire. Bon, d'accord, ok. Les fruits, plus graisse saturée. Les fruits, un petit peu. Mais ça veut dire qu'il faut manger 2 fruits par jour au maximum. Mais bon, évidemment. Hein, faut pas... bien. Qu'est-ce qu'on a vu bon, alors oui. Ce qu'on a observé, c'est que c'était généralement bien, quand même assez bien accepté de prendre ces produits-là. OK. Donc, le futur. Bon, c'est là qu'on commence à toucher les choses qui concernent la société, le monde médical. C'est qu'il faut arriver à valider ça, donc peut-être commencer par des essais vétérinaires. Il y a énormément de chats et de chiens qui souffrent de cancer. Il y a un très bon lien avec Hervé. Et donc, il faut certainement optimiser les doses, parce que tout le monde ne réagit pas forcément exactement de la même manière. Pourquoi pas combiner ça avec les rythmes naturels? Ça commence à enfin non, ça fait plus de 10 ans que j'en entends parler. Mais oui, enfin bon, ça y est, maintenant tout le monde s'y est mis. J'ai des collègues à l'INRIA qui sont sur des projets comme ça. Bon, mais ça, on le savait déjà un petit peu avant. Bon, tout ça, si vous voulez, ça peut s'expliquer. Enfin, c'est comme ça que moi je l'explique. Je ne suis pas médecin, hein, on est bien d'accord. Hein, moi, je suis informaticien amateur. Hein. Ça peut s'expliquer par le fait que de toute façon notre organisme fonctionne en balance en régime anabolique, catabolique, et que par conséquent, bon, bah, y a des moments où ça ne sert à rien de mettre tel ou tel produit. Hein, parce qu'il sera juste mis à la poubelle, automatiquement. Donc ça, on peut y réfléchir. Bien, évidemment, ce qui serait idéal, c'est que... enfin, moi, je pense que même si des gens en désespoir de cause, des malades en désespoir de cause font ça un peu autonome, c'est quand même mieux de faire ça sous contrôle médical. Mais ça, il faut le faire accepter par plus de médecins qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Oui, mais bien sûr, on peut faire comme ça, mais bon, simplement, c'est vis-à-vis de la médecine officielle. Il faut arriver à faire admettre que des protocoles comme ça, ou que ça participe, que ça vienne aider des protocoles traditionnels, ça vient en complément et en amélioration.
Oui. Je ne suis pas du tout sûr, moi, que c'est du 100%, hein, l'efficacité de ça. Bon. C'est intéressant. Et me le faites pas dire, je ne le dirai pas. Justement cet échange. D'accord. Et puis, bon, bien sûr, pour faire tout ça, ça coûte cher. Un essai, c'est 300 000 euros, on le sait. Donc, il faut trouver des sous. Voilà. Bon, alors, vous voyez, ça, c'était un petit dessin qui a été publié il y a quelques années. Ben, il y a plein en fait, d'endroits ici, dans cette représentation un peu artistique de la cellule, sur lesquels on peut intervenir. Donc, il y a un choix qui a été fait. Il y en a peut-être d'autres qui sont valables. Je veux quand même terminer par quelques remerciements. Donc, bien sûr, à nos organisateurs, merci de m'avoir invité. Je veux mentionner quand même, il faut que je remercie tous les adhérents de l'ACM et en particulier deux de ses membres fondateurs, donc Henri Verdier, qui lui était venu à ce traitement tout seul, en ayant vu un bouquin de Laurent Schwartz, et puis il était allé chercher ses produits aux États-Unis, les avait commandés sur Internet, et il est toujours d'autres mondes, c'est bien. Gilles Delabrière, lui, c'est avec sa femme que ça s'est bien passé, et donc on peut considérer qu'elle est guérie. Bon, et puis vous voyez, dans ce groupe, il y a des médecins, il y a des biologistes, il y a des informaticiens, un physicien. Bon. Lesquels sont médecins cancérologues? Alors, là-dedans, il y a Laurent Schwartz, il y a Philippe Icard, Hubert Lincey, lui, est biologiste. Mohamed Abolassani est biologiste également. Sabine Pérez est informaticienne. Jean-Yves Trosset est physicien. Georges Lildo da lui, est apprenti bioinformaticien. Erwin Bigan est devenu bioinformaticien. Et Loïc Polvé est bioinformaticien. Voilà, ça vous donne une idée. Donc c'est un joyeux mélange. Je vous ai épargné toute la partie qui est la modélisation mathématico-informatique, parce que j'imaginais que c'était... Hein? Ça sera pour une autre fois. Mais sinon, d'abord, je suis limite à l'heure.